à la Comédie Française, mais nous n'allons pas faire de théâtre. Nous allons observer la réalité qui, même dans le cas de l'un de nos intervenants, sera une réalité augmentée. Mon nom est Salah Vuard, c'est au titre de la Fondation du patrimoine que j'ai le plaisir d'animer cette table ronde cet après-midi, consacrée comme le salon tout entier au rapport qu'entretiennent le patrimoine et le tourisme. Nous avons 4 intervenants qui vont illustrer ce sujet. Mais auparavant, je dois vous dire 2 mots de la Fondation du patrimoine, qui est une institution parmi les acteurs du patrimoine, qui a été fondée il y a 20 ans de ça, 21 précisément, et qui concentre son action et ses moyens sur le patrimoine de proximité, le patrimoine de pays, le patrimoine vernaculaire, plusieurs adjectifs pour le définir sans utiliser l'adjectif petit, qui est un petit peu péjoratif, le patrimoine rural, plutôt en péril, et plutôt, de préférence, non protégé par l'État, non inscrit, non classé. C'est l'infinité des lavoirs et des oratoires, c'est l'infinité des ponts et des moulins, des tours et des maisons qui font le cadre de nos vies, qui font la beauté des paysages et qui font aussi le plaisir et le bonheur des visiteurs. Mais ces édifices, dont on estime qu'ils sont au moins 500 000 en France, ne font pas que faire du charme et faire du plaisir, ce qui serait déjà beaucoup. Mais ils contribuent aussi à l'éducation, ils contribuent aussi à l'économie, ils contribuent aussi à la vie sociale des territoires. Et ce sont ces différents facteurs que nous allons vous exposer. En effet, sauvegarder le patrimoine, c'est bien sûr d'abord exercer le devoir de mémoire. La mémoire de ceux qui l'ont conçu, qui l'ont construit, qui l'ont décoré au point parfois d'en faire des œuvres d'art, qui l'ont habité. Mais pour autant, sauvegarder le patrimoine, ce n'est pas une posture de nostalgie, ce n'est pas une posture passéiste, c'est une contribution à l'éducation, c'est une contribution à la vie sociale. Une contribution à l'éducation, car en effet, ce patrimoine que nous, générations vivantes, quel que soit l'âge des individus, nous recevons des générations qui nous ont précédés, eh bien nous le recevons pour le transmettre, nous ne le recevons pas pour le garder, nous sommes des passeurs plus que des possesseurs et des dépositaires plus que des propriétaires. Et ces éléments de patrimoine, ces édifices que l'on contribue à restaurer, à sauvegarder, eh bien, sont autant de jalons, autant de repères pour les nouvelles générations dans le chemin qu'elles prennent vers l'avenir. Car pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Clémenceau. C'est donc une contribution évidente à l'éducation. C'est aussi, sauvegarder le patrimoine, c'est aussi une contribution à l'économie des territoires, puisque la restauration, la sauvegarde, la restauration fournissent beaucoup de travail à de très nombreuses entreprises, du bâtiment, des travaux publics et des métiers d'art. Il suffit de parcourir les allées du salon pour s'en convaincre et en avoir la démonstration souvent extrêmement prestigieuse et étonnante. C'est donc une contribution à l'économie des territoires par ces emplois très nombreux qui sont des emplois souvent prestigieux, souvent très qualifiants et pour autant un peu délaissés. C'est aussi, devoir de mémoire, contribution à l'économie, contribution à l'éducation, contribution à l'économie, puisque lorsque ces édifices restaurés retrouvent leur place dans la vie de la cité ou trouvent une nouvelle place quand leur raison d'être initiale n'est pas conservée ou bien changée ou bien disparue, une nouvelle place et une nouvelle économie. Ces trois objectifs se conjuguent très souvent au travers de l'ouverture au public et au travers du tourisme. Nous y voilà. Les organisateurs du Salon Atelier de France ont choisi cette année de conjuguer ces 2 mondes que sont le patrimoine et le tourisme, 2 mondes qui parfois se côtoient sans vraiment se connaître, qui se côtoient parfois et même s'opposent en se référant à des valeurs qui sont parfois différentes. Pourtant, l'industrie du tourisme est la première industrie du monde, c'est ce qu'on écrit, ce qu'on lit dans de nombreux livres, et les 80 millions de visiteurs que la France reçoit chaque année viennent en grande partie pour le patrimoine français. La Fondation du patrimoine, depuis son origine, privilégie les projets, les dossiers, les édifices qui sont porteurs d'un projet de visibilité, un projet de vie, un projet d'économie dans l'économie des territoires. Et très souvent, ce projet passe par une activité plus ou moins touristique. C'est ainsi que nous allons pour illustrer ça, nous allons vous montrer parmi les 27 000 dossiers, les 27 000 projets que la Fondation a accompagnés depuis sa réalisation, depuis sa création, 3 exemples très différents
L'un concerne un patrimoine cultuel qui participe à la vie d'une cité, l'autre concerne un patrimoine industriel qui le demeure tout en étant déjà dans le champ du tourisme, et le troisième concerne un patrimoine naturel qui vit et qui est ouvert au public. Pour traiter ces trois sujets, trois intervenants que je remercie déjà, je l'ai déjà fait, mais je le fais en votre présence d'avoir accepté notre invitation, vont raconter l'histoire de ces édifices et comment ils se sont transformés pour entrer dans le champ du tourisme de façon respectueuse. Car nous sommes convaincus à la Fondation du patrimoine qu'entre l'hyper-marchandisation, dont on connaît des exemples de ces villages où il n'y a plus que des marchands de bougies et des fast-foods, et puis à l'autre extrémité, la séquestration d'objets patrimoniaux que l'on isole, que l'on sanctuarise et qui ne sont visibles par personne, bien, entre ces deux extrêmes, il y a la place pour des mises en tourisme, le mot parfois choque, mais des mises en tourisme qui sont respectueuses de l'édifice qui porte la mémoire et qui en même temps fournissent l'économie de leur vie et l'économie de leur pérennité. Donc ces trois exemples vont, je pense, ces trois témoins vont apporter ces trois exemples. Et puis, nous entrerons avec notre quatrième intervenant dans la quatrième dimension, celle du numérique, celle du digital. Je sais qu'il faut prononcer ce mot avec précaution, Alexandre me l'a dit plusieurs fois. Et Alexandre Sabouret interpellera les trois autres intervenants pour leur montrer que le digital, que le numérique, que les nouvelles technos peuvent venir au secours et augmenter la réalité de leur, entre guillemets, mise en tourisme. Donc pour traiter ces trois sujets, d'abord Madame Galliot, je regardais la deuxième porte-nom. Madame Galliot, vous êtes à Auvers-sur-Oise en charge d'Auvers Tourisme, l'agence de tourisme de la ville, et vous allez nous dire comment Van Gogh, il y a 125 ans, a immortalisé l'église d'Auvers-sur-Oise et comment il est encore présent dans la vie de la cité. Madame Galmiche, vous êtes à Saint-Sulpice-sur-Risle. La Risle, c'est cette petite rivière qui a donné son nom au Rilsan, mais bien avant le Rilsan, la famille Bohin, Jérémy Bohin, avait installé une entreprise qui vit encore et qui est à cheval sur les deux registres de l'industrie et du tourisme. Robert Saugré, vous êtes propriétaire, l'heureux propriétaire d'un jardin extraordinaire. Il est aussi remarquable au sens de la classification. Vous l'avez acquis récemment, vous l'entretenez, vous le faites visiter. Vous nous ferez une révélation tout à l'heure, et je montre cette image, mais je vous laisse le dire tout à l'heure, et vous l'ouvrez au public. Et puis Alexandre Sabouret nous montrera cette quatrième dimension après les exposés des trois intervenants. On commence avec vous, Madame Galliot. Donc vous êtes à Auvers-sur-Oise, la directrice d'Auvers Tourisme. Tout le monde connaît Auvers-sur-Oise grâce à Van Gogh, qui, il y a 125 ans, vous dites vous-même, 125 ans après son décès, Van Gogh fait encore vivre la petite ville d'Auvers-sur-Oise, mais c'est une petite ville puisqu'il y a 7000 Auversois et Auversois, 7000 habitants. Alors tout le monde connaît Auvers-sur-Oise, mais tout le monde n'y vient pas, mais presque, puisque vous recevez 250 000 visiteurs chaque année. Ce n'est pas du tourisme de masse, mais c'est quand même beaucoup de monde. Donc, comment peut-on vivre à Auvers-sur-Oise avec 250 000 visiteurs? Vous allez nous le dire, mais avant ça, je dois rappeler que si Van Gogh a immortalisé l'image de l'Église et l'a soustraite ainsi pour toujours ou presque à l'oubli des hommes, il ne l'a pas pour autant immortalisé, il n'a pas pour autant mis à l'abri des dégâts du temps, aussi bien des intempéries que du temps qui passe. Et en 2015, l'église d'Auvers-sur-Oise était en mauvais état, des morceaux de maçonnerie avaient chuté. La commune qui en est propriétaire a décidé de restaurer cette église. Les acteurs publics étaient au rendez-vous, la ville, le département, l'État, mais il manquait 20% du budget. La Fondation du patrimoine a déployé sa machine de guerre, ses outils au bénéfice d'édifices publics, et une souscription particulièrement fructueuse a collecté plus de 100 000 euros, ce qui est un chiffre considérable, et aujourd'hui les travaux sont en cours. À vous, madame, s'il vous plaît, pour nous dire comment on vit à Auvers avec Van Gogh. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc déjà resitué Auvers-sur-Oise au niveau de l'Île-de-France. Donc on est situé à 30 km au nord-ouest de Paris. Nos visiteurs qui sont entre le nord, le sud, la Normandie, Paris, la Belgique, Paris, les Pays-Bas, Paris. Donc c'est vraiment un lieu de passage. On est également à 30 minutes en voiture par l'autoroute donc de l'aéroport Charles de Gaulle.
ce qui fait que nos visiteurs sont drainés en permanence en fait sur notre territoire. Donc 250 000 visiteurs, effectivement, sachant que la haute saison chez nous se cumule sur 2 mois, donc mai et juin. Donc, qui correspondent plus ou moins à la fin du séjour de Van Gogh, qui a séjourné chez nous 70 jours, qui a peint à peu près 80 tableaux et qui a eu, entre guillemets, pour nous, la bonne idée, finalement, de finir ses jours à Auvers et d'être enterré au cimetière d'Auvers-sur-Oise après avoir peint donc, tous ces tableaux et notamment l'église d'Auvers-sur-Oise que voici, avec le panneau qui reproduit donc le tableau de Vincent Van Gogh qui est au musée d'Orsay. Donc ce spot que vous avez sous les yeux, c'est ce qui est pris le plus souvent en photo et c'est ce qui a fait la notoriété de notre village. L'église d'Auvers-sur-Oise est connue à l'international, donc voilà ce qui décline en fait l'authenticité du village d'Auvers-sur-Oise. L'église qui est donc en arrière-plan, c'est l'église Notre-Dame que nous sommes en train de continuer à restaurer. Donc il est vrai qu'en 2015, c'était l'absidiole que vous voyez à droite en bas. C'est la partie la plus ancienne qui a été restaurée. Donc une partie qui date de 1131. Et qui faisait partie de la ferme seigneuriale qui était juste à côté, donc sur la droite toujours, et qui recevait nos rois de France, notamment Louis VI le Gros qui venait chasser, et son épouse l'accompagnait bien volontiers pour faire du jardinage à Auvers-sur-Oise. Donc à l'heure actuelle, on est en train de commencer ces travaux lentement mais sûrement. En fait, il faut parler un peu topographie pour comprendre pourquoi notre église est en danger. En fait, elle est visible de partout dans le village. Elle est au pied d'une falaise. Elle est surélevée par rapport à l'Oise. Mais elle est entre les deux, entre la falaise et l'Oise. Et on a un écoulement permanent des eaux de l'agriculture qui se trouve sur le plateau, donc qui ruisselle et qui vient stagner côté nord, c'est-à-dire le côté que vous avez sur votre droite, et qui passe donc sous notre église et qui remonte en fait au niveau des murs jusque dans les charpentes. Et en plus de ça, donc nous avons le toit qui est fort moussu et qui commence aussi, les tuiles sont en mauvais état. Donc beaucoup de travaux au niveau de notre église. Voici une vue aérienne donc de la partie de l'église. Donc vous voyez très bien comment elle se situe avec une partie plateau qui est derrière la ferme seigneuriale qu'on voit encore. Hein, vous voyez cette ferme entourée par des espèces de bâtiments remparts. Ces remparts à l'origine englobaient donc toute cette partie-ci du plateau avec l'église y compris. Le cimetière comme il se doit se trouvait autour de notre église et donc les habitants se réfugiaient sur cette parcelle quand il y avait des invasions ou des guerres à l'horizon. Donc voilà rapidement l'historique. Et cette histoire, en fait, dans notre village, on arrive à la transmettre à nos 250 000 visiteurs qui, pour la moitié, sont des clientèles internationales, en partant du tableau de Vincent Van Gogh, donc de cette fameuse église reproduite par l'artiste, et en amenant à une réflexion sur l'architecture aussi en France, déjà en expliquant les styles, puisqu'elle regroupe du roman, du gothique et du flamboyant. Donc pour nous, c'est aussi un levier pour parler d'architecture, pour parler de protection de l'environnement. On se trouve dans un parc naturel régional, celui du Vexin français. Donc là encore, on a de quoi dire. Et 30 km de Paris pour des internationaux qui bien souvent restent sur Paris parce que pour eux c'est normal, c'est la visite phare. Donc de pouvoir visiter un village français avec des traditions encore à la française, avec un patrimoine français, donc aussi bien cette fameuse église que, comme le disait monsieur, tout ce qui est vernaculaire, on en a beaucoup, des croix pâtées, des lavoirs, etc. Pour nous, voilà, c'est important. Donc on part des impressionnistes parce qu'on n'a pas que Van Gogh, hein, on a aussi Daubigny, Cézanne, Pissarro, et puis on arrive gentiment sur Van Gogh, et puis on a encore une quarantaine d'artistes contemporains qui habitent sur les lieux. Donc on part de notre ami Van Gogh et ça nous permet d'aller plus loin, de décliner aussi des ateliers pour tout public, pour comprendre un petit peu, à part avec des croquis, comment sont construits ces bâtisses vexinoises, etc. Donc ça c'est pour une présentation toujours générale. Alors Auvers-sur-Oise, vous l'aurez compris, de par ces peu de moyens, puisqu'on n'a
pas d'entreprise, pas d'usine, donc c'est très compliqué. Les habitants que nous avons sur place, ce sont soit des anciens qui sont là depuis des générations, des agriculteurs, puisqu'on a une plaine céréalière, comme je vous le disais, et puis aussi maraîchère sur le plateau, et puis des Parisiens qui arrivent, qui restaurent des vieilles bâtisses, qui vivent dans le village et qui vont travailler sur Paris. Donc on a une grande diversité aussi, vous voyez, au niveau de nos habitants qui vivent ensemble, et nos touristes, c'est un peu la même chose. Et après, c'est l'histoire aussi, on va en parler dans quelques minutes, comment arriver à faire vivre tout ce petit monde ensemble. Donc l'église, on en parlait avec ce patrimoine en danger, mais il n'y a pas que voilà, l'église. Donc peu de moyens pour faire toutes ces restaurations, et on a l'impression que cette année, tout nous tombe sur la tête. Donc il y a cette église, effectivement, et puis il y a ici ce qu'on appelle le triangle d'or. Donc le numéro 1, c'est notre église, qui est donc, comme vous le voyez, l'Oise, c'est l'arc de cercle que vous avez en bas de la diapositive. Le demi-cercle en rouge que vous voyez tout de suite à côté de l'Oise, c'est ici l'embarcadère en péril. Donc on ne peut plus faire accoster de bateaux pour faire de la croisière ou accoster des bateaux hôtels qui nous drainent des Américains et des Allemands et des Néerlandais. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc économiquement parlant, voilà un souci. Donc notre église en 1 qui reste toujours bien ancrée au sol mais qui a des soucis. Le 3, c'est notre cimetière où est enterré donc Théo Van Gogh, Vincent Van Gogh et quelques petits maîtres impressionnistes. Danger aussi, parce que c'est la même chose. Le sous-sol est raviné par les eaux, donc d'arrosage en fait et de pluie sur ce plateau du Vexin. C'est une falaise calcaire. Donc il est vrai que toutes ces eaux vont directement dans le sous-sol et ravinent, et nos tombes commencent aussi à en subir les conséquences. Le 2, c'est le fameux tableau de Van Gogh qui est en plein milieu des champs, un des derniers tableaux qui s'appelle le champ de blé au corbeau, pardon. Et donc ce triangle-là, voilà ce que la plupart de nos visiteurs font. Alors, où nos Asiatiques le font en 45 minutes, où on l'englobe dans une journée avec nos musées, avec notre château, etc. Donc pour faire une journée très constructive autour de l'impressionnisme et de Van Gogh. Donc ça, c'est un parcours très très fréquenté, donc 250 000 visiteurs, oui, et sur la tombe de Van Gogh, 100 000 visiteurs à l'année. Donc c'est clair que nos routes sont aussi en danger. Enfin voilà, on a trop de monde finalement pour notre destination, pour notre territoire. On voudrait en accueillir davantage, mais c'est vrai que si on veut faire quelque chose aussi de qualitatif, il faut savoir se poser les bonnes questions et qu'est-ce qu'on veut proposer à nos touristes, dans quelles conditions et qu'est-ce qu'on fait pour maintenir notre patrimoine. Donc ça, c'est effectivement nos grosses interrogations du moment. Donc la Fondation du patrimoine, effectivement, est toujours présente à nos côtés. Personnellement, au niveau de l'Office de tourisme, voilà, j'aurais pas un si bel office de tourisme non plus sans la Fondation du patrimoine qui nous a permis de restaurer un bâtiment Napoléon III, donc Second Empire, avec en ajoutant une magnifique véranda qui permet de représenter finalement ce qu'on veut dégager comme image de notre village entre l'ancien et le moderne. Vieille bâtisse Napoléon III, énorme véranda très moderne qui fait le lien avec l'extérieur, le lien avec la modernité. Et voilà le message qu'on voudrait passer à nos visiteurs. On vient ici pour passer une journée ou un week-end ou une semaine et pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est que le pittoresque, l'authentique encore au XXIe siècle. Donc ça, j'avais prévu une petite diapo pour vous donner quelques visuels de l'état du toit, voilà, de notre église. Donc moussu, végétation, il y avait un arbre qui avait poussé aussi sur la toiture. L'intérieur guère mieux. Donc là, on est côté nord. Et vous voyez que tout le triforium commence à avoir des dommages. Il est étayé et les fissures ont tendance à s'agrandir. Donc voilà nos touristes.
au chevet de l'église, notamment là un groupe de Chinois, beaucoup de délégations chinoises qui viennent aussi comprendre comment on fait du développement touristique avec notre patrimoine. Et bon, ça, on pourra peut-être en parler s'il y a des questions-réponses, mais c'est très intéressant de confronter nos points de vue, parce on est parfois à l'opposé. Donc beaucoup de photos pour comprendre voilà, comment on arrive à drainer nos touristes sur le village grâce à notre chemin des peintres qui est balisé par toutes ces reproductions de tableaux comme celle de l'église. Donc il y en a une vingtaine qui sont sur 7 km parce que notre village fait 7 km de long. Il est uniquement étiré comme ça entre la falaise et l'Oise. Et puis pour terminer, donc une vue de l'église d'Auvers de nuit, puisque nous accueillons aussi le festival de musique classique d'Auvers-sur-Oise en juin et juillet, qui utilise le bâtiment donc pour faire découvrir la musique classique ou accueillir des grands noms de la musique classique. Donc c'est un bâtiment qui est plus que nécessaire, on va dire, sur notre commune. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui peuvent nous aider, sachant que le projet donc, pour la restauration de cette église, pour vous donner des chiffres, donc c'est à peu près 600 000 euros pour cette phase de restauration. Nous sommes aidés par la DRAC à hauteur de 40%, et puis la région, le département et bien sûr la Fondation du patrimoine. Donc voilà un résumé de nos problématiques et de nos enjeux touristiques. Merci beaucoup. Je pense que vous pourriez nous en dire un peu plus, Madame Gallio, sur la relation qui s'établit avec les habitants. Comment peut-on vivre vous avez dit un petit peu que le village était en longueur et que le chemin des peintres était dans une partie du village. Comment est-ce que la population participe, vit? Vous n'avez pas d'usine, mais vous avez les impressionnistes tout de même. C'est vraiment l'économie de la ville est fondée sur ce souvenir. Est-ce que les habitants participent? Est-ce qu'il y a de la concertation? Est-ce qu'il y a de l'opposition? Est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus? En fait, c'est un mélange suivant les origines aussi. Donc, nos Parisiens viennent pour la tranquillité, viennent habiter dans notre village pour la tranquillité. Il est vrai qu'ils trouvent une maison à leur goût. Ils n'ont pas forcément conscience qu'ils vont se trouver sur le chemin des peintres où il va y avoir effectivement du monde qui va passer. Donc, on a parfois des réactions un peu vives. Mais comme nous avons un mélange d'anciens qui, eux, sont conscients que s'il n'y avait pas le tourisme, ça serait bien dommage aussi pour leur village. On ne pourrait pas, par exemple, restaurer cette église s'il n'y avait pas le tourisme sur place. Donc, en fait, bien souvent, c'est les anciens habitants d'Auvers qui vont aller prêcher et porter la bonne parole auprès des nouveaux habitants. Et on va dire 6 mois, 1 an plus tard, les nouveaux habitants font partie d'associations locales pour le développement du patrimoine et ils vont s'impliquer parce qu'ils ont compris la fierté aussi d'habiter un village tel que le nôtre et de bien accueillir ces visiteurs qui sont souvent aussi, certains sont lâchés parce qu'ils viennent de Charles de Gaulle et ils ont une demi-heure sur place en attendant que les chambres se libèrent sur Paris et les portes de l'autocar s'ouvrent, tout le monde descend et on les retrouve un peu partout et là nos habitants vont les aider à se diriger. Et, voilà. Donc ça devient aussi utile pour les habitants du village qui en fait créent du lien grâce et à cause de cette activité touristique et culturelle. Et puis, il faut être honnête aussi, habiter un village tel que le nôtre, le coût de l'immobilier, c'est intéressant. Donc à la revente, nos habitants seront aussi satisfaits de pouvoir faire un gain supplémentaire sur leur bâtiment. Donc fierté, vous avez cité ce mot, fierté des habitants. Et aussi économie, j'imagine qu'une bonne partie de la population, une bonne partie des Auversois participent à la restauration, à l'hôtellerie et au métier du tourisme qui reçoivent ces 250 000 personnes. C'est l'industrie de la ville. Oui, tout à fait. Aussi, bien sûr,
Mais j'avouerai que les habitants surtout, et Auvers est très très riche en associations de protection de l'environnement. Nous, à l'Office, on reçoit déjà deux associations qui travaillent sur l'histoire du village, hein, parce que tout n'est pas fait. Le nom des rues, par exemple, en ce moment, ils travaillent sur ça, le nom des rues. Mais ça peut être aussi, par rapport à ce que je vous montrais précédemment, au niveau de la... Voilà, ici, la ferme seigneuriale, donc, qui est à côté de l'église. Il était question que ça soit vendu, divisé en parcelles, etc., pour construire autre chose. Bon, ben voilà, les habitants, les assos sont montés au créneau pour défendre leur patrimoine. Et notre maire, bien sûr, est vraiment à 100% pour préserver notre patrimoine. Et d'ailleurs, dès que Madame Mézières est arrivée donc, sur la commune, elle a classé donc tous les cônes de vue, c'est-à-dire tous les points de paysage qu'avaient peints nos artistes, ont été mis au PLU et donc classés pour qu'il n'y ait pas de possibilité de dénaturer en fait ces points de vue peints par nos impressionnistes et par Van Gogh. Donc voilà, c'est quand même moi je trouve que pour avoir travaillé et vécu aussi dans d'autres villes, il y a une réelle mobilisation pour son patrimoine. Il y a un esprit village en fait, même s'il y a 7500 habitants, c'est plus un village, mais il y a cette mentalité où on veut préserver son environnement. Merci madame, mesdames et messieurs. La parole est à vous, quelques minutes, quelques questions à madame Galliot. Caroline a un micro, monsieur. Merci madame pour votre brillant exposé. En fait, ma question porte sur la restauration de l'église, enfin des bâtiments en général. Est-ce que vous utilisez les matériaux traditionnels ou la restauration avec les ciments contemporains? Merci. Alors l'église est classée monument historique depuis 1915, donc bien sûr on doit faire attention aux matériaux qui sont utilisés et faire des restaurations dans les règles de l'art. Nous avons un architecte donc des monuments historiques qui est là pour conseiller sur les matériaux et qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc c'est fait, oui, dans les règles de l'art. Je me permets de compléter votre réponse, qui était la meilleure qu'on puisse entendre, madame. De façon générale, les édifices auxquels la Fondation contribue, à la restauration desquels la Fondation contribue, sont sous le contrôle des architectes des bâtiments de France ou des architectes du patrimoine et qui s'assurent bien sûr que le ciment n'est que très très rarement utilisé et dans des cas tout à fait exceptionnels. Autre question, monsieur? Oui, si j'ai bien compris, vous êtes un petit peu envahi par les touristes. Enfin, monsieur est un architecte. Un problème, et je crois que c'est le problème des journées actuelles. Or, il se trouve que je connais bien les villages environnants, Hérouville, Hennery, Valmondois, etc., qui sont des villages morts, en train de mourir. Alors, qu'est-ce que vous faites pour essayer de faire vivre plus qu'Auvers? Merci pour la question. Non, non, pas du tout. C'est aussi c'est mon rôle depuis le 1er janvier 2017. Donc avec la loi NOTRe, les offices de tourisme donc qui étaient communales sont passés intercommunales. Donc je suis maintenant office de tourisme communautaire avec 15 communes, dont les communes que vous venez de citer. Et effectivement, je travaille ardemment sur la question. Donc nous, notre office a ouvert depuis 3 ans. Donc on est encore tout nouveau. Il a fallu donc rebâtir une organisation, on va dire, touristique pour l'accueil de nos visiteurs, ce qui a été en grande partie fait depuis ces 3 ans. Et l'objectif 2018-2019, c'est bien sûr de drainer nos visiteurs sur ces petites villes qui ont aussi beaucoup de caractère, qui ont une architecture, qui ont une histoire et non des moindres. Vous parliez de Valmondois, bien sûr, Hérouville avec les ateliers d'enregistrement Magne, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, je travaille avec des guides de parc pour tout ce qui est faune-flore, avec nos guides conférenciers. Donc, on a 14 guides conférenciers qui travaillent avec l'équipe de l'office et qui vont monter. Donc, on va monter ensemble des visites
pour aller justement sur ces autres communes. Et puis, il y a des circuits, notamment cyclotouristes, qui sont en train de se monter pour découvrir justement la majeure partie de ces communes en vélo, avec des quiz, avec des arrêts, etc. Voilà, donc oui, ils ne sont pas oubliés et c'est très important pour moi dans le développement économique. Les autres intervenants ont peut-être des questions. Je vous ai vu, Robert Alexandre, prendre force note. Peut-être vous avez des questions à poser à Madame Galliot. Alors nous passons à Madame Galmiche. On va un petit peu plus vers l'ouest, jusqu'en Basse-Normandie, Saint-Sulpice-sur-Rille, et non pas sur la Rille, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi, où en 1833, si mes notes sont exactes, votre prédécesseur de la famille Bohin s'est installé, faisait de la bimbloterie, déjà du métal, des objets, des jouets en fer blanc, et puis à partir des années 50, 1850, a réuni les épingliers, les fabricants d'aiguilles à coudre, pour développer la manufacture Bohin, manufacture parce que ça se faisait en grande partie à la main, et avec quelques machines aussi. Le temps est passé entre 1833 et 2017, beaucoup d'épisodes et des changements considérables, mais la manufacture Bohin fonctionne toujours, elle produit toujours des aiguilles à coudre et des épingles, ce qui est un petit peu étonnant. Et il y a une métamorphose dont vous allez nous raconter les épisodes. L'un des épisodes a associé la Fondation du patrimoine, puisqu'il y a eu restauration d'une grande partie de ces bâtiments industriels. Il y a 10 000 m² couverts, c'est considérable. Une partie a été restaurée avec le secours de la Fondation et de l'un de ses mécènes, la Fondation Total, qui a participé de cette façon à la métamorphose de l'usine Bohin. À vous, madame. Merci. Je voulais d'abord commencer par remercier la Fondation du patrimoine de nous avoir invités à vous présenter la manufacture Bohin aujourd'hui. Vous renversez les rôles, c'est nous qui vous remercions. Et du coup, voilà, je voulais commencer par une question à la salle. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà entendu parler de la manufacture Bohin ? De nombreuses mains se tendent. Bien. Non, mais de nombreuses mains se lèvent. C'est très bien. Voilà. Donc déjà, je vais vous proposer un petit voyage en Normandie. Vous parlez sous contrôle, puisqu'il y a peut-être des spécialistes. Je l'espère. Voilà, donc un petit peu pour vous replacer la manufacture Bohin sur une carte. Donc nous sommes tout à côté de l'Aigle, en Normandie, dans le département de l'Orne. Nous sommes le 2e village après l'Eure, pour vous dire exactement, vraiment au centre de la Normandie. Pourquoi on fabrique des épingles ici et des aiguilles ? En fait, c'est le siège, le berceau français de l'aiguille à coudre et de l'épingle depuis le Moyen-Âge. Pourquoi ? Alors déjà, on le voit assez peu sur l'écran. Déjà, nous sommes dans une région qui est assez boisée. On le voit encore, mais il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, il y avait bien sûr plus de forêts. Et la forêt, et puis des filons de métal qui affleuraient dans le sol, ainsi qu'une rivière, donc la rivière la Rille, dont M. Salavuart parlait tout à l'heure, permettent l'installation d'industries de petite métallurgie. Donc on s'installe en fait dans un tout petit triangle qui rejoint donc l'Aigle, vous avez Chandé, juste à droite, et qui remonte jusque Rugles. Voilà, c'est vraiment un tout petit triangle où on avait plusieurs industries de métallurgie depuis très longtemps. Je vous ai remis en photo donc la rivière la Rille, telle que nos visiteurs la traversent quand ils arrivent du parking, et puis en haut le bief, donc la dérivation de la rivière dont nous utilisions l'eau pour avoir de l'énergie et actionner les machines. Nous avons toujours la turbine, nous avons toujours le bief, mais nous n'utilisons plus l'énergie hydraulique. Donc l'histoire de l'entreprise est très ancienne, déjà parce qu'on est héritier de cette tradition aiguillère et épinglière du Moyen-Âge, qui a un petit peu évolué tout de même, et puis parce qu'on fait remonter l'histoire de l'entreprise, sa fondation à 1833. C'est une date historique
en fait, dont Benjamin Bohin, le fondateur, décide de manière rétrospective. En fait, en 1833, Benjamin Bohin, il a 11 ans. Même en 1833, 11 ans, c'est un petit peu tôt pour fonder une entreprise. En fait, c'est la première fois qu'il va demander à son père, donc qui à ce moment-là ne fait pas d'aiguilles, il fait des boîtes en bois et des boîtes en métal, ce que M. Salavuart indiquait la bimbloterie. Et donc ce jeune Benjamin va demander à son père de prendre la direction des ateliers de fabrication. Vous imaginez bien qu'à 11 ans, son père va commencer par lui dire non. Mais Benjamin a déjà beaucoup de caractère et ce caractère va s'affirmer par une première fugue vers le Havre avec pour objectif, à 11 ans, je vous le rappelle, de partir sur un paquebot vers les États-Unis. Heureusement pour lui, des amis de ses parents le reconnaissent et le ramènent à son père. Quelques années plus tard, à l'âge de 15 ans, Benjamin renouvelle sa demande à son père. Il dit « Je veux diriger les ateliers de fabrication ». Et son père renouvelle son refus, donc très logiquement, Benjamin renouvelle sa fugue. Cette fois, c'est la maréchaussée qui va le retenir sur le chemin du Havre et le ramener à son père. Je vous laisse imaginer la légère différence de quart d'heure quand c'est la maréchaussée qui ramène son fils. À l'âge de 17 ans, jamais 203, Benjamin renouvelle sa demande. Et cette fois, son père se dit... non, si je lui dis non, il va encore fuguer. Donc, il transmet l'entreprise à son fils avec quand même la négociation d'un salaire pour lui. Il ne part pas à la retraite, continue à rester dans l'entreprise, mais sous la direction de son fils. Donc à partir du moment où Benjamin prend la direction de l'entreprise, il va y avoir de nombreux changements. On va arrêter une production d'atelier, une production artisanale, pour passer à finalement une production de plus en plus industrialisée. On fabrique toujours des boîtes en bois, toujours des boîtes en métal, dans une entreprise, dans une usine qui se déplace pour utiliser l'énergie du vent, l'énergie éolienne, dans une usine qu'on appelle le moulin à vent, qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, donc, en 1866, Benjamin va acheter une usine qui se trouve le long de la Rille, qui est l'usine des Haies, du nom du petit lieu-dit sur lequel elle se situe, qui est le long de la rivière la Rille, et qui a déjà des ateliers de fabrication d'aiguilles, d'épingles, d'une tréfilerie, donc un atelier où on transforme un disque d'acier en fil pour faire des aiguilles et des épingles. Et donc, en fait, il va acheter le package complet. Les murs, les machines et puis les ouvriers qui vont avec. Vraiment, c'est comme ça qu'il va procéder pour tout le développement de son entreprise. Plutôt que de faire construire, finalement, il va acheter une entreprise déjà installée et puis la faire perdurer et fleurir à sa manière. Voilà. Et donc, il va développer ainsi 5 usines le long de la rivière la Rille qui vont diversifier les produits. C'est-à-dire que les aiguilles seront toujours faites dans l'usine des Haies. Et puis, quand vous irez à l'usine des Bouviers ou à l'usine de la Fonte, il y aura d'autres productions dérivées toujours du fil de métal. Donc, je vous ai remis quelques visuels que nous utilisons toujours. Donc, les aiguilles à phonographe que nous faisons toujours. Si jamais vous connaissez des gens qui utilisent des phonographes, nous fabriquons toujours les aiguilles pour les utiliser. Et puis, également des outils de papeterie. Benjamin Bohin, donc vous l'aurez compris, avec un caractère assez fort et surtout un esprit entrepreneurial très très poussé qui va le mener jusqu'à la tête de la chambre de commerce locale et c'est lui qui va peser sur le choix de la ville de l'Aigle pour faire passer la ligne du train Paris-Granville qui m'a permis de venir vous voir aujourd'hui par l'Aigle. Et donc c'est le cas en 1866. Donc la ligne Paris-Granville n'est pas finie, mais elle arrive à l'Aigle en 1866, ce qui, vous le rappelez peut-être, est la date où il acquiert l'usine des Haies, qui est juste en contrebas de la ligne de chemin de fer, en fait. Voilà, donc il y a vraiment un esprit entrepreneurial très fort et très global. Voilà. Toutefois, après je passe un petit peu, l'histoire depuis 1866 est quand même assez longue, donc il y a la transmission à son fils, à son petit-fils, les deux s'appelant Paul, puis également à l'arrière-petit-fils qui lui s'appelle Georges, et
Donc on arrive comme ça vers les grandes crises du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, mais ça se passe, l'entreprise survit assez bien à cette crise-là. Et par contre, la Seconde Guerre mondiale va porter vraiment apporter le début de la fin finalement, début d'une fin en tout cas, avec l'arrivée de nouveaux produits. Au titre desquels, voilà, je vous ai mis les quelques exemples de la couche à scratch, donc plus besoin d'épingles de sûreté, enfin d'épingles à nourrice finalement. L'arrivée également du rasoir jetable, nous faisions également des lames de rasoir et les rasoirs qui allaient avec. Merci Gillette. Et puis forcément le développement du prêt-à-porter. Plus besoin de tailleurs, plus besoin de modistes. Les gens vont dans un magasin où les vêtements sont faits en usine. Donc il n'y a plus besoin de couturières professionnelles, de moins en moins. Et puis l'arrêt des cours de couture à l'école et une perte de savoir-faire dans la population française autour de la couture, qui fait que nous perdons des parts de marché. Voilà, on vend de moins en moins d'aiguilles, parce que les gens en ont de moins en moins besoin. Et en 1996, en décembre, la famille Bohin se retire complètement de l'usine, qui est reprise immédiatement par 2 personnes différentes, qui vont donc faire 2 entreprises différentes. La première personne donc va acheter la partie sous-traitance industrielle, qui est donc... je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment très très vaste. Et Monsieur Vrac, donc, qui va reprendre l'entreprise côté mercerie et papeterie, donc la fabrication des aiguilles et des épingles. La fondation de Bohin France remonte au 1er janvier 2017. C'est donc une année anniversaire. Nous fêtons les 20 ans de l'entreprise cette année. Nous voilà dans l'histoire contemporaine. Voilà, tout à fait. Donc, on va pouvoir, Monsieur Vrac va pouvoir mettre en place un renouveau de l'entreprise, notamment par la conquête du marché américain. Il va faire un coup de culot en fait. Il envoie 1000 pochettes à des merceries en Amérique en leur disant qu'il sera sur une grande foire internationale du patchwork qui a lieu tous les ans en novembre et que s'ils veulent des aiguilles, il pourra leur en fournir. Ça marche très bien. Dès le premier jour du Quilt Market de Houston, il y a la queue sur le stand Bohin, tout le monde veut des aiguilles. Et donc le carnet de commandes se remplit, toutefois il n'y a pas encore de distributeur aux États-Unis. Et c'est le dernier jour de la foire que le plus gros distributeur de mercerie des États-Unis en fait, se présente sur le stand de Bohin et dit à Monsieur Vrac, j'ai entendu parler de vous toute la semaine, il faut absolument qu'on travaille ensemble. C'est comme ça que le dernier jour de cette première foire, Monsieur Vrac a pu conquérir le marché américain, ce que Bohin n'avait jamais réussi à faire. C'est-à-dire que depuis l'idée de Benjamin Bohin d'aller en Amérique, la marque Bohin n'avait jamais réussi à s'implanter aux États-Unis. C'est maintenant chose faite, ce qui fait que Monsieur Vrac ne peut pas être présent aujourd'hui puisqu'il est présentement à Houston sur l'International Quilt Market. Et cette conquête des États-Unis va nous permettre de conserver et poursuivre la production des aiguilles et des épingles à Saint-Sulpice-sur-Risle dans les ateliers que vous voyez juste ici. Ce maintien va attirer l'attention des journalistes de TF1 et un reportage sur la production des aiguilles à coudre va être diffusé le 1er mai 2000 à 13h au journal de Jean-Pierre Pernaut. Écoute extraordinaire. Et du coup, dès le 2 mai, nous avons des dizaines de personnes dans la cour de l'usine qui demandent à visiter. C'est ainsi que pendant 10 ans, nous allons accueillir 2000 visiteurs par an sans aucune publicité. 2000 visiteurs, pas un de plus, car c'est une limite administrative posée, au-delà de laquelle il faut des structures spécifiques d'accueil du public, d'où l'idée de créer un accueil touristique professionnalisé, de créer un musée afin d'étendre la durée de visite, donc de passer d'1 heure de visite dans les ateliers de fabrication à 1h30, voire 2 heures, bien maintenant que nous avons le musée et les expositions temporaires également.
Voilà, donc un petit peu sur cet établissement hybride que nous avons maintenant, qui est à la fois une entreprise industrielle en fonctionnement et un site d'accueil touristique. Voilà, pour vous rappeler que le bâtiment des ateliers de fabrication est inscrit depuis 1995 pour ses façades. Et puis, voilà, pour aborder un petit peu les grandes lignes du projet muséographique, qui a été conçu un petit peu à l'envers des autres projets, puisque nous avons d'abord commencé par avoir un scénographe qui a ensuite travaillé avec un architecte pour réaliser ce musée. Donc c'est dans le cadre de ces travaux de réaménagement que nous avons fait appel à des financements donc via la Fondation du patrimoine, la Fondation Total également, et d'autres financements croisés, notamment européens. Et depuis, nous vivons sans aucune subvention. Voilà. Sur la suite de la vie du musée. Donc, vous reverrez, je vous reparlerai des films quand on verra la petite vidéo qui va suivre. Et puis, donc, nous avons ouvert en mars 2014 et accueillons depuis environ 15 000 visiteurs par an. J'ai rajouté cette petite diapositive suite à une conversation téléphonique avec Guy sur voilà, la place des ouvriers, puisque les ouvriers sont vraiment la motivation de la visite. Hein. On ne se fait aucun souci là-dessus. Les gens ne viennent pas voir le musée, ils viennent voir les ouvriers en train de travailler. Et c'est vraiment avec la complicité des ouvriers que nous pouvons ouvrir au public. Déjà parce qu'ils ont donné l'autorisation de la diffusion de leur image. Ils nous ont donné l'autorisation d'être pris en photo par les gens, par nous, pour faire de la communication. Et puis aussi parce que je vous laisse imaginer si vous aviez toute la journée des gens qui viennent se pencher par-dessus votre épaule pour vérifier ce que vous êtes en train de faire, pour observer ce que vous êtes en train de faire, pour vous poser parfois 15 fois la même question dans la journée. Alors, ce sont des gens qui ne l'ont pas forcément choisi. Hein, c'est quelque chose qui s'est présenté à eux et ils ont accepté de le faire. Voilà, et donc on peut sentir quand même un sentiment de fierté par rapport à ces tableaux qu'on retrouve maintenant dans plusieurs endroits de l'atelier de fabrication, avec des revues de presse que les ouvriers font eux-mêmes. Voilà, ils font leur petit collage et assemblage qui montrent qu'ils se sentent voilà, part de cette histoire. Et puis, voilà, on pouvait se poser la question de faire entrer des visiteurs dans des ateliers de fabrication. Est-ce que ça ne va pas gêner la production d'aiguilles à coudre? Et en fait, non. Depuis l'ouverture du musée, nous sommes en surproduction d'aiguilles. Donc voilà. Ouvrez tous les ateliers. Je vois que vous utilisez, comme Madame Galliot, le mot fierté oui. pour expliquer une partie de l'appropriation populaire, l'appropriation par votre personnel de cette métamorphose. Vous allez nous montrer une petite vidéo. Et oui, tout à fait. Voilà, pour vous présenter le site actuel. Je vais commenter la vidéo pendant qu'elle tourne, donc si vous pouvez la lancer. Il y a une petite musique, mais du coup, ce n'est pas grave. Voilà. Donc le logo qui reprend la façade de l'entreprise, devant laquelle les gens arrivent. Donc là, vous avez la vue depuis le parking et une petite promenade de 170 mètres qui permet de traverser la Rille, donc dans son cours naturel, et puis d'arriver au musée en traversant le Bief. Alors moi j'ai minuté mon intervention avec la vidéo qui tourne bien. Hein. Vous aurez un bonus, Voilà, donc la fameuse façade. Ah ben non, c'était bon. Bon, pas grave. J'avais prévu le plan B photo si la vidéo marchait pas. Donc ça tombe bien. Vous avez au moins vu l'extérieur. Donc vous avez cette diapositive là. Ça fait partie du jeu traditionnel. C'est ça, tout à fait. Pour déstabiliser l'orateur, mais elle n'est pas du tout déstabilisée. Elle va s'adapter. Même pas, ça marche même pas. Voilà, on reprend, on essaie de reprendre. Voilà. Non, pas si loin quand même.
On était avant ça. Après. Hop. Bon, bah, je vais faire 100 alors. Ce sera très bien, j'avais prévu le plan B. Bravo pour votre adaptabilité. J'avais peu de foi dans la vidéo sur PowerPoint, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà. Vous avez quand même vu l'extérieur, donc c'est un visuel que je n'avais pas forcément, donc ça tombe bien. Ici, vous avez donc des vues des ateliers de fabrication. Donc où vous voyez que les visiteurs sont au plus près des ouvriers, simplement séparés par un garde-corps dans lequel il y a des textes, un gros plan sur l'étape de l'aiguille à laquelle nous sommes et également une vidéo donc, qui reprend en fait, c'est un mash-up, un mélange entre un film, une pellicule que nous avons fait restaurer par le CNC qui a été tourné en 1930 et un film qui a été réalisé en HD en 2004 pour montrer finalement plutôt les liens qui unissent la méthode de 1930 et la méthode d'aujourd'hui, car elle a très peu changé. Nous utilisons des machines qui sont anciennes. Pour vous dire, la plus jeune a 50 ans, la plus ancienne date de la fin du 19e siècle et elle fonctionne toutes, toujours. Elles sont constamment, finalement, réparées, entretenues pour continuer à être utilisées. À la suite des ateliers de fabrication, vient un musée contemporain, donc avec une scénographie très visuelle qui aborde différentes thématiques, la famille Bohin, le contexte industriel, et puis également, donc, dans cette salle que vous avez sur la droite, la vallée de la Risle avec la vue aérienne des environs et le long du cours de la Risle, les différentes entreprises qui étaient implantées sur un tronçon de 20 km. Il y en a près de 20. Donc voilà, c'est un focus qui nous a été permis par une thèse qui a été réalisée sur les industries locales. Et puis, du coup, voilà, cette petite diapositive pour vous parler des expositions temporaires que nous avons. C'est une salle qui a été réinvestie, réhabilitée, merci, depuis 2016, avec l'inauguration par cette exposition qui est au milieu, en haut, qui permettait à une cinquantaine d'artistes de réinterpréter le portrait de Benjamin Bohin. Et voilà, donc les autres expositions que nous avons eues cette année, qui sont aussi bien sur l'art contemporain, sur la technique, que sur l'histoire. Et pour l'année prochaine, nous aurons également une exposition sur Van Gogh. Voilà, vous avez la petite primeur sur une partie du programme de l'année prochaine. Et puis bien sûr, pour finir, une boutique où les visiteurs retrouvent toutes les références de la gamme Bohin et également pour ceux qui viendraient sans avoir d'attrait pour la couture, car il y en a et ils sont de plus en plus nombreux, qui viennent vraiment dans une optique touristique de tourisme industriel, des produits dérivés finalement beaucoup plus classiques pour un musée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis si vous souhaitez venir nous voir, voilà, ce sera possible. Nous finissons la saison demain, mais nous réouvrirons le 24 février pour toutes les visites. N'hésitez pas à prendre les informations pour venir nous voir. De sorte que la prochaine fois que vous interviendrez, beaucoup plus de mains se lèveront qui connaissent l'entreprise Bohin. Quelques questions, mesdames et messieurs. On est un tout petit peu décalé, mais quelques questions. Madame, attendez le micro, madame, s'il vous plaît. C'est une question de technique. Bien sûr. Les couturières en herbe comme moi utilisent les aiguilles, mais elles ont connu celles de nos grands-mères. Et en fait, est-ce que vous avez toujours les mêmes références ? En termes de numéro de référence ? Oui, parce que ma grand-mère avait utilisé des aiguilles à très fines, bien sûr, mais avec des gros chats. Oui. Et ça, on ne les trouve plus. Et bien, si vous pouvez venir chez nous, j'en ai. Bonne nouvelle. Ouf, nous voilà soulagés. Je vous donnerai la référence après, vous inquiétez pas. S'il y a d'autres questions sur les références, peut-être pourront-elles être posées au sortir de la conférence. Ne vous inquiétez pas. Sinon, vous m'envoyez un mail. Je vous réponds pour les références couture. Monsieur, vous utilisez des aiguilles ? Non, pas du tout. C'est pour savoir qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu être concurrencé par des, comme d'habitude, par les Chinois. l'Asie. Alors oui, si, on est concurrencé par les Chinois, bien sûr. Donc j'imagine qu'il y a une qualité technique différente. Alors c'est une question effectivement de qualité qui est apportée au processus de fabrication.
C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé dans la présentation parce que c'est assez long à expliquer sur comment on fait une aiguille. Pour vous le faire dans les grandes lignes, il y a 27 étapes et chez nous, ce processus dure 2 mois pour faire un paquet d'aiguilles. Et ce qui va changer en fait, ce qui fait que nous, on peut se démarquer par rapport à des concurrents chinois, mettons, c'est la qualité que nous mettons à choisir nos matériaux et aussi sur justement la part de manipulation humaine que nous avons. C'est-à-dire que les contrôles sont réalisés d'abord par une machine, donc la petite jeunette de 50 ans que nous avons, et ensuite il y a 2 contrôles qui sont réalisés à la main, c'est-à-dire que toutes nos aiguilles sont roulées une par une opératrice qui vérifie qu'elles sont droites, que le nickelage est parfait, et ensuite qu'il y a une dernière vérification pour les pointes et les chats. Et donc ces opérations-là, qui sont des opérations presque de luxe, voilà, nous permettent de nous différencier, c'est-à-dire que nos aiguilles, les gens savent qu'elles sont sûres. Voilà. Il n'y aura pas de problème. Si vous trouvez des aiguilles dans une boîte à couture de votre grand-mère, elles sont toujours parfaites. Merci beaucoup, madame. Cette conjonction de la qualité industrielle et du marketing, parce que le client américain, il fallait le chercher tout de même, je pense qu'il n'est pas du tout seul, et puis de cette mise en tourisme très respectueuse sont vraiment exemplaires et peut-être donneront des idées à d'autres entrepreneurs. Il faut noter tout de même, vous ne l'avez pas mentionné, mais vous me l'aviez dit au téléphone, qu'il y a une tradition de tourisme industriel dans la vallée de l'Arry. Il y a d'autres entreprises qui, depuis longtemps, qui pratiquent aussi l'ouverture de leurs usines. Il y a Lactalis, il y a les Haras du Pin. Le tourisme industriel existe, se développe et permet de venir à l'appui de l'industrie. Alors, c'est une tradition sans laisse, c'est-à-dire que nous sommes le seul endroit qui est un lieu de production et de tourisme. La maison du Camembert à Camembert est plus un côté musée, certes appartient au groupe Lactalis, c'est un des musées de Lactalis qui a également un autre musée à Laval, qui est plus proche du centre de production. Mais voilà, c'est vrai qu'on a une tradition d'alliance entre une activité plus économique et une activité plus culturelle touristique. Merci beaucoup, madame. Robert Sauvegrain est remonté sur la Seine. Pendant ce temps-là, avec lui, on chemine plutôt vers l'Est, le Grand Est. Grand Est, ça veut dire un peu grand froid. Et Grand Est, ce n'est pas une région qui véritablement est identifiée comme touristique ou premièrement touristique. Et pourtant, au bas du plateau de Langres, dans cette petite pointe, il y a un village qui s'appelle Cohon et qui possède 2 jardins, qui compte 2 jardins remarquables. Un est public et l'autre est la propriété, le jardin de Silière, et la propriété de Robert Sauvegrain, propriété acquise récemment. Donc sans indiscrétion, Robert, sur le capitalisme familial, mais vous allez en dire un mot quand même. Ce jardin, vous l'avez repris, restauré, entretenu et ouvert au public, en conjonction avec d'autres éléments touristiques du plateau de Langres, de la Haute-Marne, qui, encore une fois, n'est pas une région vraiment touristique, mais qui, grâce à vous, le devient. Merci pour ces compliments et merci à vous tous d'être ici. Je n'ai pas de tableau de localisation. La Haute-Marne, ça ne dit jamais rien à personne. Quand on parle de Colombey, les 2 églises, ça dit quelque chose, mais ça ne le situe pas plus. Langres, alors tu parlais du froid, oui, Langres, il fait froid. Et en fait, pour bien le situer, c'est au nord de Dijon. Voilà. Mais on est encore en Champagne, hein. On est vraiment à la limite entre Champagne et Bourgogne. Alors le village a été très mal prononcé par Guy Salaveur, mais ça ne m'étonne pas. C'est absolument imprononçable, enfin c'est absolument pas évident. Ça s'écrit C-O-H-O-N-S et ça se prononce Cons. Voilà. Donc Cons, c'est vraiment un petit village. Conversation préalable n'avait pas précisé ce point. Mais... C'était pour te surprendre. Donc c'est vraiment un petit village, il y a 270 habitants et il se trouve que c'est le village qui attirait les bourgeois de Langres pour une raison assez simple, c'est qu'en fait il y avait de la vigne. Et ils venaient vendanger au mois de septembre. Ils avaient des lopins de terre, ils vendangeaient et, comme tout bon français, devinez ce qu'ils en faisaient. Voilà. Donc c'est un village qui compte des jolies maisons. Et voilà, ça c'est une demeure familiale. Elle a été rachetée. Alors c'est pas une maison de ma famille, c'est une maison de ma belle famille, mais voilà. Et elle a été rachetée en 1812 par un ancêtre de mon épouse. La demeure date de 1659. Donc on est au XVIIe siècle et la maison est donc dans la famille depuis un peu plus de 200 ans.
Donc, lorsque mes beaux-parents ont décidé de faire leur partage, comme elle était dans la famille, mes beaux-frères qui portaient le nom ont dit « c'est pour nous ». Et puis, au fil des ans, le plateau de Langres les a peut-être un peu moins tentés, ou encore moins tenté leurs épouses, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'un jour, ils sont venus nous dire « écoutez, au décès des parents, ou vous le reprenez, ou ça quitte la famille ». Voilà. Alors avec mon épouse, on s'est beaucoup interrogé parce qu'il y a un jardin qui fait 3 hectares. Vous allez voir des photos. Il est principalement jardin à la française, c'est-à-dire un entretien lourd. Pour 3 hectares, il y a un jardinier à plein temps et on ne peut pas faire un moins. Et donc, il y a une équation physique, mais il y a une équation financière derrière qui est quand même importante. Voilà. Donc, on a pris notre temps, on a hésité, et finalement, on a décidé de reprendre cette propriété de famille. Voilà. Donc, nous l'avons réinvesti en 2012, donc il y a 5 ans maintenant. Et tout de suite, nous avons pris la décision de l'ouvrir au public. Robert, je voudrais ajouter juste un tout petit point sans t'interrompre longtemps. Je connais Robert Sauvegrain depuis longtemps. Dans une toute autre vie, nous étions l'un et l'autre ingénieurs chimistes et rien ne permettait de penser qu'un jour, Robert deviendra un jardinier. Et je l'ai retrouvé après une sorte de longue absence. C'est pourquoi il est là aujourd'hui. C'est une histoire, une belle histoire que rien ne permettait, et peut-être même la famille elle-même ne permettait pas de prévoir. C'est à cela qu'elle est exemplaire. Ce sera ma conclusion. Donc, on a repris cette propriété et tout de suite. Alors, d'abord, elle est inscrite. Elle est inscrite monument historique, ce qui n'est pas neutre dans le choix de se lancer dans cette aventure. Et puis, tout de suite, on a voulu obtenir le label Jardin Remarquable. C'est un label qui est très reconnu en France. Il y en a 400 sur toute la France. Les amateurs de jardins repèrent quand ils vont faire un tour quels sont les jardins remarquables. Enfin, vraiment, ça nous semblait important. Le jardin, ça fait longtemps qu'il est remarquable, mais il faut l'ouvrir 40 jours au public minimum entre le 1er juillet et le 30 septembre. Donc c'est une contrainte que mes beaux-parents ne voulaient pas assumer et que nous assumons. Alors, vous verrez des photos du jardin. Je les commenterai pas parce que je leur tourne le dos, mais enfin, quand je vais vous dire un petit peu comment ça se présente, vous verrez ou vous reconnaîtrez. Voilà. Alors, en fait, donc on est dans un jardin à la française qui est correspondant à la demeure. Donc, en fait, l'axe de symétrie du jardin à la française, jardin symétrique, l'axe de symétrie du jardin, c'est l'axe de symétrie de la maison. Donc quand on est dans la maison, on voit le jardin face à soi, juste à l'envers, parce que les jardins à la française, en général, ça se voit de haut en bas, et celui-ci, il se regarde de bas en haut, c'est tout. Voilà. Alors vous avez, oui, par exemple, ça décrit très bien, en premier plan des buis, des parterres de buis. Alors ça, c'est en hiver, évidemment. Vous le verrez dans toutes les saisons. Je trouve qu'il est, enfin personnellement, bon, je ne veux pas vous obliger. Je trouve qu'il est très beau en toute saison. Donc, on a les parterres de buis, un bassin, et comme on est au XVIIe siècle, on revient à l'antique, on met des statues de personnages de la mythologie. Donc, devant le bassin, il y a Neptune. Un bassin de Neptune, ça vous rappelle peut-être quelque chose, mais le nôtre est petit. Petit. Hein, voilà. Bon, ensuite, le jardin a beaucoup d'allées. Il est très structuré. Il est structuré par des allées de charme. Enfin, en haie, ça s'appelle des charmilles. Il y en a 600 mètres dans le jardin. Donc, vous imaginez déjà le travail qu'il peut y avoir. Les charmilles, ça se taille au minimum 2 fois par an. 600 mètres. Et il y en a des hautes. Celles-ci sont à hauteur d'homme, mais sur les côtés, elles sont hautes. Donc, ça fait encore plus de travail. Voilà. Ensuite, il y a une allée qui est en face, qu'on appelle l'allée d'or, qui mène à une autre statue qui est Orphée. Alors ça, c'est un point absolument merveilleux. Il y a des tilleuls tout autour, il y a une petite fontaine. Voilà, c'est une chambre de fraîcheur. On le sent, la fraîcheur dans ce lieu. Pour moi, c'est un lieu de contemplation. Vous vous asseyez là, vous écoutez l'eau qui murmure. Vous êtes à la fraîcheur des tilleuls. C'est un endroit merveilleux. Prends garde qu'on ne vienne pas tous. N'hésitez pas. Et puis, nous montons encore et nous arrivons au sommet du jardin à un buste de Louis XIV.
Donc le jardin a été créé, moi je dis en 1661, puisque la maison a été construite en 1659. 1661, c'est le début des travaux à Versailles. Vous voyez, ça va très bien. Et au XVIIIe siècle, on a apporté une statue de Louis XIV pour montrer que nous étions un jardin créé pendant le grand siècle. Eh bien, écoutez, par une circonstance assez étonnante, le buste de Louis XIV, la reproduction du buste de Louis XIV est ici. C'est le nôtre. Le nôtre qui a créé le jardin, bien sûr, mais le nôtre, c'est notre statue qui a été dupliquée par une société qui travaille la pierre, qui est un tailleur de pierre qui s'appelle Lithias. Et pendant qu'ils étaient en train de faire un double de cette sculpture, vous voyez la main de l'ouvrier, il y a quelqu'un qui en a pris la photo. Ça, c'était il y a il est venu fin 2011, donc ils ont fait ça en 2012. Il y a 5 ans. Et cette année, ils l'ont choisi pour m'accueillir, quoi. Enfin, bon. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Bon, alors on arrive en haut du jardin. Et dans les années 1840, un de nos ancêtres a voulu céder à la mode des jardins à l'anglaise. Et donc, il a créé un petit ruisseau qu'on va voir à un moment ou à un autre. Un petit ruisseau. Il faut remonter un peu le temps, voilà. Non, c'est pas là non plus. C'est la précédente. Et encore la précédente. Voilà. Donc, il a fait créer un petit ruisseau le long d'un mur, si vous voulez, sur une petite partie du jardin. Et on longe ce ruisseau, il y a des arbres qui sont plantés, on est en plein bois, on oublie complètement le jardin à la française et on se fait une promenade 1840, 1850, une promenade romantique. Voilà. Alors, pour effet de surprise, eh bien, on crée une petite cascade que vous allez nous montrer. Voilà. Alors là, c'est au printemps, c'est magnifique. Vous avez l'ail des ours. Les petites fleurs blanches, c'est pas du muguet, c'est dommage parce que économiquement ça serait intéressant. Voilà. Et puis une cascade pétrifiante aussi, ce qui est assez rare. Mais voilà. Donc l'eau est très calcaire, hein, l'eau du plateau. Le plateau de Langres, c'est un château d'eau. Hein, et du plateau de Langres, il part la Seine, ses affluents, il part la Meuse qui va vers la mer du Nord, et il part aussi notre petit ruisseau qui va vers la Méditerranée. Voilà, c'est pour ça qu'il fait un petit peu plus chaud chez nous. Voilà. Donc c'est un lieu où j'ai beaucoup de plaisir à me promener. Ça aussi, c'est un lieu de contemplation. Vous vous arrêtez devant ça et vous vous asseyez. Il y a 2 petits bancs qui sont faits pour ça. Voilà, c'est un endroit merveilleux. Alors, il faut que je vous parle quand même des difficultés. D'abord, il faut énormément d'entretien. Et donc, il y a une équation financière qui est difficile. Le jardinier est un plein temps, donc un salaire plus les charges, plus tout le matériel qu'il faut, hein, pour tailler, voilà. Donc, c'est un budget annuel d'à peu près 50 000 € juste pour le jardin. Alors là-dessus, d'une part, on est inscrit, donc on peut obtenir quelques subventions. Et puis les visites aussi, on n'est pas comme les autres. Hein. Combien de visiteurs, Robert ? 1000. Et là où je suis déçu, c'est que ça n'augmente pas ces 3 dernières années. J'ai arrivé très vite à 1000. Et malheureusement, je ne comprends pas pourquoi. Je ne m'explique pas pourquoi. Je pense que... Alors, pour arriver à attirer des visiteurs, il faut se faire connaître. Et moi, j'estime que je fais vraiment tous les efforts pour me faire connaître. Notamment, j'essaye de remporter des prix. Et ça marche. Plus qu'essayer, puisque tu en as eu 2. Ça marche. Donc, en 2014, on a eu un prix de French Heritage, les Américains qui sont amoureux de notre patrimoine. Et puis, cette année, on a eu le premier prix VMF pour la réhabilitation d'un jardin. Donc, et on a eu 2 passages dans la revue VMF qui doit avoir une vingtaine de milliers de lecteurs. Donc voilà, je pense que des efforts pour la notoriété sont là, mais le résultat ne suit pas vraiment. Voilà. Alors en fait, la principale source d'économie, c'est l'avantage fiscal lié à un monument inscrit. On génère un déficit, vous n'en doutez pas. Et ce déficit est déductible du revenu imposable. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, mon premier soutien, c'est la réduction d'impôts. Voilà.
C'est donc une intervention de l'État. Oui. Il faut bien dire qu'on pense que l'État n'est jamais au rendez-vous, mais il est au rendez-vous au travers de cette disposition fiscale. Tout à fait. Tout à fait. Pour nous, elle est importante. Si vous voulez, quand on a fait ce choix, qu'on a décidé, on savait qu'il y avait cette possibilité. En plus, on l'ouvre au public 40 jours par an, au minimum 40 jours par an pendant l'été. Donc voilà, on a toutes les bonnes dispositions pour avoir cette disposition. Et je dois dire qu'elle nous aide bien. Robert, est-ce que le jardin de Silière est inscrit dans un circuit? Il participe Alors j'y venais, à la mise en tourisme. Donc la ville de Langres, première ville fortifiée d'Europe, 8 km de rempart, est une ville de passage. C'est-à-dire que l'Europe du Nord, lorsqu'elle descend à la Méditerranée, passe souvent par Langres. Ils ont déjà fait 5-6 heures de voiture, ils en ont encore autant devant eux. C'est une ville-étape. Et toute la difficulté de l'Office de tourisme de Langres, c'est d'arriver à capter ces gens-là pour qu'ils passent plus d'une nuit. En fait. Alors ils peuvent visiter la ville de Langres, mais s'il y a d'autres offres alentour, et il y a une abbaye cistercienne du XVIIIe siècle absolument splendide, il y a un château Renaissance, et il y a 2 jardins remarquables. Ben voilà. Donc tout ça, ça fait une offre que la ville de Langres, que l'Office de tourisme de Langres développe et essaye pour que les gens de passage, il y a 30 000 personnes qui passent par an à l'Office de tourisme. C'est pas rien. Moi, j'en aurais que 10%. Dans un premier temps, ça me suffirait. Voilà. Et donc on s'inscrit vraiment dans une offre locale, hein, local. Ce que je vous ai cité, c'est à moins de 10-20 km de Langres au maximum. Hein, donc c'est assez local. Et puis il y a le fait de nos 2 jardins remarquables dans le petit village. On essaye évidemment à la sortie de dire ah, vous avez visité mon jardin, mais vous savez, il y en a un autre à visiter. Alors on fait un prix pour la visite des 2 jardins, on se fait de la pub, on fait ensemble, vous verrez, enfin si vous prenez la petite plaquette, vous verrez, on fait ensemble notre promotion par dépliant, enfin voilà. Donc Et puis ils m'ont aidé récemment aussi pour une raison très simple. Mon jardinier a fait un infarctus au mois d'août, et donc j'étais complètement en rade, parce que moi, alors oui, ça c'est aussi une petite partie du deal, c'est qu'en fait, nous passons le mois d'août sur les bords de la Méditerranée. Mon épouse m'a dit, d'accord, on reprend, mais en août, on ne reste pas. Elle a des souvenirs piquants quand elle était enfant des aoutas, je ne sais pas si vous connaissez, et les aoutas, c'est au mois d'août. Voilà. Donc au mois d'août, on n'est pas là. Et donc j'étais complètement en rade, et c'est l'autre jardin qui m'a dépanné sur l'entretien, sur le guide, le guidage des visites. Voilà, il y a une solidarité de village, en quelque sorte. Entre conçoise. Les Conçois et les Conçoises sont au rendez-vous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, je ne sais pas où j'en suis du timing. Il est passé. Bon, Robert, alors, il est passé. Donc je conclus. Il faut laisser du temps pour Alexandre, s'il te plaît, juste un mot. Je conclus. Donc, pour faire ça, il faut aimer. Il faut vraiment aimer. Moi, je vais vous dire, c'est vrai que je suis ingénieur de formation, mais j'aime jardiner. Voilà. Donc, je prends un plaisir fou à monter le jardin, à le redescendre, avec une brouette derrière moi, avec un sécateur à la main, et c'est mon plaisir. Bravo. Merci Robert. On prendra quelques questions après. On va laisser du temps à Alexandre qui nous fait changer de monde, changer de dimension. Alexandre Sabouret est un professeur associé au CNAM, professeur de nouvelles technologies et en particulier de technologies digitales liées au tourisme. Il est aussi un entrepreneur et c'est avec cette double casquette que je souhaitais qu'il interpelle les 3 intervenants et vous-même en cette fin de table ronde. Merci. Donc j'ai démarré mon timer. Je sais qu'il reste 14 minutes, 12 minutes. Donc je vais vite. Je me doutais bien que ma partie allait être mangée. Donc je vous propose tout de suite... On a un petit bonus, tu as le temps. Oui, non, mais je ne vais pas aller vite. Mais donc j'avais supprimé Donc voilà, j'ai un côté professeur et entrepreneur. J'ai une agence digitale depuis 2010. J'ai connu 2 révolutions industrielles dans mon secteur d'activité. Je faisais surtout des sites internet et des jeux vidéo sérieux à contenu en 2010 jusqu'à 2013-2014. Et aujourd'hui, je fais plutôt du conseil, du contenu, des escape games
pour valoriser du patrimoine, de la culture, etc., etc. Je vous propose tout de suite le premier quiz. Donc ça, vous savez ce que c'est. Allez-y. C'est. Vous voyez rien? Avec l'écran qui, lorsque vous le figez sur quelque chose, il y a des choses qui apparaissent. Alors c'est de la 3D, c'est de la réalité augmentée. D'accord? Ce qu'on parle de RA. Donc si on se projette un peu à droite, je suis allé chercher une image pour notre intervenante de Bohain, c'est les Microsoft, donc ça coûte un peu cher, c'est 1 500 €, mais aujourd'hui c'est très utilisé dans les industries puisque vous chaussez les casques, quelle que soit la langue, vous avez à l'écran des choses qui apparaissent. Aujourd'hui, il y a des grandes sociétés en plomberie aussi, et c'est comme les Google Glass qui font afficher naturellement, et à gauche, les tablettes réalité augmentée dans différents sens. Vous pouvez avoir l'église d'Auvers-sur-Oise et avoir des informations. Donc ça, c'est quiz 1. Donc pour l'instant, il n'y a personne qui a mis de points. Deuxième question. Ça, c'est ce que je viens de réaliser pour le Centre culturel et scientifique de Poitiers. C'est sur la planète Mars. On chausse un casque qui coûte 700 €. Très facile. Et c'est réalité virtuelle. One point sur la table. Cette réalité virtuelle, donc, ce sont aujourd'hui une technologie qui a été démocratisée et qui est en train de prendre vraiment un essor très important. Il faut un ordinateur environ de 1000 à 1500 € avec une carte graphique assez puissante, 2 capteurs et vous l'installez rapidement. Il faut un développement entre 15 000 et 50 000 € selon ce que vous le souhaitez. Et là, c'était important. Donc, en français, en bon français, on dit RV, mais si vous voulez faire jeune ou un peu in, vous dites, ouais, je connais la VR, voilà, Virtual Reality pour l'anglais. Troisième question, est-ce que vous avez déjà connu ou croisé ces bornes? Il y en a près de Bastille, donc certains font oui de la tête. Voilà, c'est le Timescope que vous connaissez bien, et c'est aussi de la réalité, alors plutôt hybride ou virtuelle, et je me suis un peu attardé, ce sont des bornes que vous mettez, parce que parfois on n'a pas forcément le bon logiciel, on n'a pas forcément la bonne tablette, on n'a pas le Wi-Fi quand on a des touristes étrangers, on a des problèmes de réseau. Donc cette société, j'ai pas de part dedans, cette société propose de visiter, par exemple, donc la première borne est à Bastille et permet de visiter à différents moments avec du son qui est près des oreilles, vous le jouez et vous tournez tout autour de la ville, tout autour de vous à 360 degrés pour voir comment était la ville en 1787 avant la prise de la Bastille, en 1850, etc., etc. Je vous ai donné 2 exemples, il y en a plein, vous pouvez aller sur leur site. Pour les 500 ans de la ville dont le Premier ministre est issu, ils ont fait aussi, Le Havre a tout un plan de rénovation, donc le passé est relié le futur. Idem pour les journées, donc clin d'œil à vous, ici sur les journées européennes du patrimoine, un petit peu. Voilà, ça a été 2 bornes installées temporairement. Et donc ça, c'est quelque chose qui attire, vous voyez la queue. Ça permet en 2 minutes, 3 minutes de revisiter, de voyager sans avoir téléchargé l'application, sans avoir sa tablette, etc. Donc là, vous vous installez, vous regardez, ils sont en train de se développer vraiment dans la ville, dans toute la France, et je crois que ce sont des outils qui marchent bien. Et par exemple, pour Sèvres, on pourrait, pour Auvers-sur-Oise, on pourrait avoir 1 ou 2 bornes, par exemple, dans ce que vous avez pris comme le cône protégé, pour que les gens voient comment c'était peut-être, avoir un petit peu d'histoire et visiter, ou dans le tableau, ou plonger dans le tableau. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Et là, vous vous affranchissez des problèmes techniques. Alors, ça, c'était la partie facile. 4e question. Là, j'ai triché. J'ai agrandi l'image. Est-ce que cela vous dit quelque chose? C'est apparu dans la presse il y a 2 semaines. Allez, je vous aide. Oui, décidément, on a une championne ici. Alors, vous voyez l'oreille? Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, oreillette connectée, c'est un Américain d'origine indienne qui est tombé amoureux d'une Française qui n'arrivait pas à parler, est un ingénieur,
qui a développé son traducteur automatique qui marche à 80% en 20 langues. Vous qui accueillez des sites et qui n'a pas forcément la stagiaire anglais, allemand, espagnol, japonais, chinois, dans un avenir très proche, en parlant correctement et articulant, moi j'ai fait les essais au Japon il y a 3 semaines, c'est bluffant. Ça ne remplace pas l'être humain, il y a toujours un contact, mais voilà comment on va pouvoir accueillir un petit peu plus d'étrangers demain. Ça ne changera pas les techniques de guidage, je pense qu'aujourd'hui il y a du vocabulaire, mais il y a une vraie révolution dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, et ça va de plus en plus vite. Vous avez dû voir le jeu de Go contre IBM qui a développé le logiciel Deep Blue, qui a battu le champion du monde en titre en Corée du Sud. Et il y a un Deep Blue 2 qui vient de battre le Deep Blue 1 l'an passé à plat de couture à 200 victoires à 0. Donc c'est pour vous montrer un petit peu l'illustration de l'intelligence artificielle. Est-ce que... Alors... Oui, Coralie, non, pas de réponse. Bah oui, ça passe à la télé depuis une semaine. Oui, allez-y, la salle. Le nom? Ouais, Google Home, et c'est effectivement une enceinte connectée. Au début d'année aux États-Unis, 20% des recherches sur Internet se faisaient vocalement. On est aujourd'hui à 40%, à la fin de l'année on sera à 50%, et de plus en plus, nous tous ici, on va commencer à chercher sur Google Maps ou sur Waze ou d'autres logiciels, comme nos moteurs de recherche, on va le faire vocalement. Et si vous voyez les jeunes générations, ils interagissent vocalement avec les ordinateurs ou les tablettes. Donc ça, vous le voyez aussi, le robot Pepper, qui est une tablette intelligente qui, avec ses yeux, reconnaissent un peu l'humeur. Donc on les voit arriver, j'étais au Japon donc, dans le cadre d'une mission pour les hôpitaux français, pour voir l'hôpital du futur. Et donc on voit plutôt des interfaces d'écran qui accueillent dans les langues chinoises, russes et coréens des patients pour interagir. Ça, vous commencez à les voir dans les télévisions, dans les publicités, à la poste, mais c'est un employé qui tombera rarement malade, que vous pourrez mettre à l'accueil et à côté, bien évidemment, d'une personne, un peu comme les bornes de la SNCF ou des bornes un peu ici et là, qui pourra accueillir dans les langues qu'il faudra pour accueillir vos visiteurs. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. On est en plein dedans. Voilà un peu les 5 questions que je voulais aborder. La deuxième partie, un petit peu, quand j'avais envoyé, on m'avait dit « Oh là là, ça fait beaucoup de choses ». C'est des rappels, c'est des choses que vous avez vues, donc je vais passer plutôt rapidement. Je ne suis pas marié avec Google, mais ils ont beaucoup réfléchi, et ils sont un peu implantés en dehors de la Chine, dans le monde. C'était les 5 étapes du voyage pour eux, de la visite. Ils parlent donc du rêve. D'abord, quand on veut aller à Cons, il faut déjà savoir si on a envie d'avoir une partie onirique. Donc c'est avant le voyage. On a tous envie maintenant d'aller à Cons. Hein. Voilà, Auvers-sur-Oise, il faut planifier. Il s'agit après de réserver, de dire alors Cons, pour l'instant, il n'y a pas on ne se bouscule pas encore, mais il faut réserver, planifier, et puis après il y a l'expérience touriste, l'expérience sur le moment, et après, pendant et après, on partage sur Instagram, sur Facebook, si on est vieux, puisque les jeunes ne font moins de Facebook au passage, sont surtout sur Snapchat ou sur Instagram. Donc il y a ces 5 étapes, et tout ça pour vous dire que lorsque vous avez un patrimoine à valoriser, il faut savoir où vous placer pour être à tous les moments de visite. Les canaux, c'est un schéma qui marche bien sur mon public de master de 40-50 ans. Donc à gauche, vous avez tout en bas la relation physique face à face. Vous avez des courriers, vous répondez au téléphone, des interactions, des téléphones, et tout en haut, digital. Donc vous avez les face à face, vous avez les échanges de plus en plus déshumanisés, si vous voulez, avec tout en haut les comparateurs, les agrégateurs, les évaluateurs que sont TripAdvisor et autres. Et donc ici, j'ai illustré le parcours client-touriste. C'est ça pour faire venir des clients. Je ne sais pas si mes 3 intervenants ont réfléchi à cela, mais par exemple, si je prends 2 exemples, client-touriste numéro 1, on aura ce parcours. Tiens, il a rencontré quelqu'un qui vient d'Auvers-sur-Oise,
un certain Jean-Michel, et qui connaissait bien, et puis il a dit raison physique. Puis après, on va écrire un email, et puis après, on va revenir, on va le revoir au café, et puis finalement, on va aller sur Internet, on va voir quelles sont les évaluations, puis après, on aura un autre point de contact par téléphone pour vérifier si c'est ouvert, pour finalement passer à l'acte d'achat pour réserver en ligne. Donc ça, c'est le premier parcours. Et vous aurez vu un autre parcours qui est en tourisme, ceci qui est complètement différent et qui, cette personne, fera plutôt 7 points de contact. En moyenne, c'est 6 à 7. Et donc, ces variétés de parcours sont toujours très intéressants parce que c'est à ça qu'on doit faire face aujourd'hui en client touriste pour ces différents parcours. Je regarde mon temps. 7-8 minutes. 7-8 minutes, c'est gentil. Mais dans 2 minutes, j'aurai fini, parce que j'ai encore... Donc voilà, faire un site internet n'est pas suffisant. Répondre en community management, comme on dit aux internautes, ce n'est pas suffisant. C'est la globalité du parcours et qu'est-ce que vous faites en tant qu'institution au site pour avoir une réponse globale, cohérente, parce que vous ne savez pas si votre interlocuteur va vous dire je vous prends 2 places, ou je viens demain, ou si c'est par mail. Et aujourd'hui, on en a conscience, donc ces 2 schémas étaient intéressants. La révolution digitale, donc qui est le terme américain, on dit en bon français numérique, mais aujourd'hui c'est un mot fourre-tout. On parle de révolution technologique, une révolution des usages et une révolution de la concurrence. Parce que nom d'une pipe, si vous dormez, le site d'à côté, avec un clic, il a eu le temps de faire un beau site. Donc le visiteur qui vous connaît soit à travers la publicité, à travers les classements VMF, etc., peut vite changer. Moi, je voudrais faire juste pour en fait vous donner quelques éléments pour échanger après rapidement ou peut-être dehors si on n'a pas le temps, sur la révolution technologique. Voilà, c'est le mot que j'aimerais que vous reteniez, qui est le mot SMACT, qui n'est pas un SMAC, mais en 2004, on a parlé de révolution sociale avec Facebook qui est arrivé. Donc en haut, je vais aller tous les 4 ans à peu près. Après, en 2008, c'est l'arrivée de l'iPhone en 2007. Donc on est sur des écrans digitaux. Aujourd'hui, plus de 50% des recherches sur Internet se font à travers un mobile. Et je pense que vous en avez au moins tous un. En 2012, on a commencé à utiliser des outils d'analyse de données. Donc si vous avez des outils, utilisez-les, regardez où vont vos visiteurs, qu'est-ce qu'ils font sur votre site. Il y a des outils qui sont gratuits, qui sont mis à disposition. Et là, depuis quelques années, on est sur une grande guerre des grands géants avec le cloud. Amazon c'est son cœur de métier, une forte rentabilité. Et ça pose des problèmes écologiques parce que ça chauffe. En France, c'est plutôt du côté de Roubaix avec OVH. Mais aujourd'hui, vos ordinateurs sont de plus en plus fins et vos données sont tous disponibles sur une Dropbox, sur un Google, je ne sais plus quel nom, etc. Chrome, etc. Et enfin, 2020, c'est la grosse bataille. Alors IoT quand on est connecté, sinon objet connecté. Donc c'est savoir, j'ai un ami hier, Frédéric, qui est très connecté, il me dit c'est insupportable, maintenant mon téléphone me dit tiens, tu es en retard pour le sport. Mais comment il sait que je vais au sport ? Ben oui, parce qu'il a déjà géolocalisé tous ses chemins, il sait que le jeudi soir il va au sport et qu'il va faire du squash. Donc ça fait peur. Moi j'ai des parents qui me disent oh là là, moi je veux pas ça. Je dis mais c'est trop tard, ça fait 10 ans qu'on sait exactement ce que tu fais sur Internet. Donc je lui ai montré, vous faites clic droit, vous verrez, il y a tout l'historique. C'est assez intéressant. Et donc, on va vite. Oui, j'ai bien. Donc l'économie, les technologies, on voit de 90 à 2020. On passe d'une économie de service à une économie de partage et personnalisée. Les clients qui étaient naïfs et consommateurs, aujourd'hui, vous le savez, ils sont consommateurs et malins. La pyramide du service qui était avant facilitant de base, différenciant pour vos parcours touristes, aujourd'hui, il faut les épater, sinon ils ne viendront pas. Le crédit client content, celui-là, ça marche toujours avec mes élèves, c'est 90. Ah, on est content, pas mal, c'est surtout qu'on est français. 90-2010, si vous les épatez, c'était ah, et 2020, aujourd'hui, c'est waouh. Et c'est ça que vous devez aller chercher. Non, mais c'est important parce que
se satisfaire n'est pas bon. En fait, en marketing, on parlait des 4 P, ceux qui connaissent, on parle de 7 P. Aujourd'hui, on parle de 4 E. 4 E, engagement, exclusivité, émotion et expérience. Les 5 dessins de la fin. J'ai entendu tout à l'heure qu'on était un peu envahi par les touristes. Parfois, c'est le sentiment. Parfois, on est devant un beau tableau, mais certaines personnes préfèrent regarder sur une tablette. Et enfin, parfois, on est dans des musées, il faut être connecté. Les gens demandent d'abord le code Wi-Fi avant de demander où est la pièce. Donc les gens collaborent. Et enfin, lorsque vous tapez le mot patrimoine dans un Wordle, vous obtenez ça. Lorsque vous tapez digital ou numérique, vous obtenez ça. Et c'est le mot de ma fin. J'espère que demain, on arrivera à faire cohabiter ces deux sphères. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Siwen signifie relier les cultures. Alors, c'est le nom de mon agence. Siwen en chinois veut dire relier les cultures. Et une petite phrase, Ichigo Ichie en japonais, puisque j'ai passé 18 ans au Japon, c'est une rencontre, une chance. On a parlé beaucoup de rencontres. Voilà. Le patrimoine, le tourisme et le digital se sont rencontrés cet après-midi. On a quand même le temps pour deux questions, avant que ce monsieur nous fasse un grand signe. Une ou deux questions pour Robert ou bien pour Alexandre. Alors, il n'y a pas de questions. Rendez-vous sur le stand de la Fondation du Patrimoine. Une question, monsieur. En 2 mots, Alexandre. 10 ans en 2 mots, il n'a pas le temps. Intelligence artificielle. Voilà, c'était 2 mots. Continuons cette conversation, si vous voulez bien, sur le stand de la Fondation du Patrimoine, qui est au centre du foyer. M20. Merci, mesdames et messieurs. Merci à nos 4 intervenants. Bonne fin de journée.